compter que l'industrie de l'armement compte, la destruction et la reconstruction de nos pays participent à la relance de l'économie, mais surtout les richesses du sol et du sous-sol africain. Ils sont capables de marcher sur les corps de tous les Africains aujourd'hui si cela peut participer à la relance de la croissance ici. C'est pour ça que la grande contradiction, ils ne veulent pas remettre en question le paradigme, mais le modèle de croissance auquel ils aspirent, c'est un modèle de croissance totalement aberrant qui mène le monde droit au mur. Aujourd'hui, le peuple malien est obligé de payer pour des crimes commis par d'autres. Et je terminerai pour dire que mes 3 conclusions, c'est que nous assistons à l'externalisation et la sous-traitance de la violence. La violence institutionnelle et politique qui consiste à dire au pays, votez, organisez des élections. Mais attention, les élus doivent être soumis au système. Deuxième forme de violence est l'externalisation de la politique migratoire, la sous-traitance aussi de cette violence avec les pays du Maghreb. Arrêtez ces subsahariens que nous ne saurons voir. Mais vous-même restez chez vous, démocratisez-vous, mais restez chez vous. Maintenant, on assiste aussi à l'externalisation et à la sous-traitance de la politique sécuritaire. C'est au nom de la politique sécuritaire que j'entends dire aujourd'hui que les Nations Unies doivent intervenir au Mali, que parce que ces islamistes qui ne sont que quelques centaines vont être rejoints par les Afghans et les autres. Donc il faut circonscrire le mal au Mali. Donc aller lutter contre les islamistes au Mali. Moi je veux bien, mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait en janvier? En janvier, ils ont vu venir. Ils avaient les moyens. Quand Jacques Attali dit qu'ils vont une surveillance à distance parce qu'ils n'ont pas envie qu'un seul soldat occidental meure quelque part pour qui que ce soit, mais ils vont par drone, ils vont tuer. Mais pourquoi ils ne les ont pas arrêtés avant qu'ils n'entrent dans les villes? Maintenant que les islamistes sont à Tombouctou, Gao et Kidal, ils prétendent les extraire de là. Moi je crois qu'on voit déjà le scénario. Ce livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Le viol de l'imaginaire d'Aminata Traoré, qui a été publié en 2002. Aminata Traoré, c'est une femme malienne, issue d'une famille modeste. Elle a été ministre de la Culture et du Tourisme entre 1997 et 2000, à l'époque d'Alpha Oumar Konaré, puis elle a démissionné parce qu'elle a compris que le fait de faire partie du gouvernement, c'était un moyen de la museler. Elle qui passait son temps à dénoncer les institutions financières telles que le FMI et la Banque mondiale. Depuis des décennies, les nations riches et les institutions financières internationales forment une coalition entre les peuples anciennement colonisés dont elles ont besoin pour se ravitailler en matières premières à bas prix. Après l'indépendance, la première république du Mali a été un échec. Il faut dire que les décideurs maliens, autrement dit Modibo Keïta, ont voulu tenir tête à la France en nationalisant les entreprises qui existaient, en recentrant la production sur les besoins des consommateurs, en se dotant d'une monnaie nationale, le franc malien, et en fermant les bases militaires françaises. Et pour se venger, la France a torpillé le Mali. Le Mali a dû finalement revenir dans le giron de la France en 1967. Ensuite, le programme d'ajustement structurel lancé en 1982 a laissé la majorité des jeunes diplômés dans la rue, condamné des milliers de travailleurs au chômage et détérioré davantage les conditions de vie. En 1994, survient la dévaluation du franc CFA dont les ménages n'ont pas fini de subir les conséquences encore aujourd'hui. Le FMI est bien responsable de la crise de la dette qui touche aussi bien les pays du Nord que du Sud. La crise de la dette que connaît aujourd'hui l'Europe, c'est la même chose que celle qui a frappé les pays du Sud depuis les années 80. Le FMI, il intervient en Europe en octroyant des prêts aux pays surendettés pour que ceux-ci puissent rembourser les banques privées. En échange des prêts du FMI, les États surendettés doivent se soumettre à un plan d'austérité dont le contenu est bien connu des peuples du Sud. Privatisation, licenciement des fonctionnaires, augmentation de la TVA, etc. Et comme en Afrique, on rembourse une dette illégitime. Comme en Afrique, nous ne sommes pas non plus souverains monétairement puisque nous n'avons aucun contrôle sur notre monnaie. Comme le disent si bien les gilets jaunes constituants, franc CFA, éco, euro, même combat. Raison pour laquelle des gilets jaunes constituants du 93 sont partis dernièrement pour lutter contre l'ingérence française en Afrique, contre la présence des militaires françaises et plus généralement pour la souveraineté de tous les peuples
au Mali. D'ailleurs, dernièrement, l'armée française a prétendu avoir bombardé des combattants rebelles. Or, selon plusieurs témoins, en fait, ils auraient bombardé des civils qui participaient à une fête de mariage. Merci la France. À en croire le discours misérabiliste des experts et bien-pensants, la principale caractéristique de l'Afrique noire serait la pauvreté. Et l'instrumentalisation de la pauvreté consolide les mécanismes de l'aliénation culturelle. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et ce n'est pas parce qu'on vit avec peu de choses qu'on est pauvre. Ce que l'on appelle pauvre, aujourd'hui, c'est une pure invention de la civilisation. Par contre, en Afrique, il n'y a ni de démocratie, ni de souveraineté. Et il n'y aura pas de démocratie ni de souveraineté en Afrique tant que les États et les institutions qui contrôlent les richesses du monde imposeront un diktat aux pays africains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le revenu moyen par habitant est passé au-dessous de son niveau de 1960. Alors les policiers qui traquent les immigrés dans les aéroports ou les harcèlent dans les rues, et tous ceux qui les humilient, ne se rendent pas compte que chaque migrant est investi de l'espoir d'une mère, d'une sœur et parfois d'une épouse qui pleure en attendant que la vie s'améliore en Afrique. L'exil, c'est donc désormais la seule alternative offerte par le système néolibéral à la jeunesse désespérée du Mali, de l'Afrique et de l'hémisphère sud en général. Donc l'Afrique se vide à la fois de matières premières, de ses capitaux, de ses bras valides, mais aussi de ses cerveaux. Sans parler bien sûr des objets d'art volés et exposés au Quai Branly par exemple. Donc c'est comme si les Occidentaux rêvaient d'avoir l'Afrique sans les Africains. Et les milliers de jeunes qui tentent de forcer les portes de l'Europe, au risque parfois de périr lors de la traversée du Sahara ou du détroit de Gibraltar, avant d'être refoulés à leur arrivée, ne vont chercher que ce dont l'ordre néolibéral les prive chez eux, ni plus ni moins. Or, ils sont un outil du capitalisme, dans le sens où, en plus d'être humiliés en France, ils restent une main-d'œuvre pas chère. Et ils sont un argument de division entre les peuples d'Europe, où du coup le racisme ne fait qu'augmenter. Quant aux dirigeants africains, ils ne sont pas réellement indépendants. S'ils essayent de l'être, on les élimine, comme on l'a fait pour Sankara, Kadhafi, Gbagbo et bien d'autres. On installe des dirigeants manipulés comme des jouets, ils ne font qu'appliquer les instructions des institutions financières, et ces dirigeants-là, en fait, ils veulent juste rester au pouvoir et ils prennent pas le risque de dénoncer par peur d'être méprisés par le grand maître. Donc la course au profit se fait au détriment des droits fondamentaux de l'être humain. Les richesses et les valeurs dont l'humanité a besoin aujourd'hui ne se comptent pas en dollars ni en n'importe quelle autre devise. Et ce retour à l'humain ne peut que déstabiliser les défenseurs du néolibéralisme pour qui tout est à vendre. Nous vivons dans un monde où on n'a même plus besoin de dormir pour vivre les pires cauchemars. Or, un autre monde est possible, où l'on privilégierait l'homme par rapport au marché. Merci de m'avoir écouté.